C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce chiffre, 100 tonnes de fournitures humanitaires vitales ont été acheminées par l'UNICEF avec le soutien de l'Union européenne vers Bunia dans l'est de la République démocratique du Congo. Objectif, lutter contre l'épidémie d'Ebola. Nous serons en direct avec Gilles Faninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet incendie meurtrier au Kenya, le drame s'est déroulé à Nakuru, dans le centre du pays. 16 étudiantes ont été tuées et 73 autres blessées dans l'incendie d'un dortoir d'un pensionnat de filles. Les détails à suivre. Et puis cette polémique au Sénégal autour du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw. Il serait sans contrat depuis le mois de février. Il aurait même menacé de ne pas voyager avec l'équipe pour le mondial aux États-Unis. La fédération dément. Nous serons à Dakar dans ce journal. Plus de 100 tonnes. Plus de 1000 cas suspects et plus de 240 décès suspects enregistrés depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo le 15 mai dernier. L'OMS évoque une épidémie qui prend de vitesse la riposte. Des membres du gouvernement sont arrivés à Bunia pour évaluer la situation. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Le premier patient a guéri après avoir déclaré les symptômes d'Ebola en Ituri. L'annonce a été faite par l'équipe de riposte congolaise qui explique que ce patient a suivi un traitement palliatif. Alors palliatif car pour le moment, pour cette souche du virus, il n'y a ni médicaments spécifiques ni vaccin. Cette première guérison, c'est donc un espoir dans ces zones de l'est du pays où sévit l'épidémie, d'autant que la riposte prend du temps à se mettre en place. Des centaines de tonnes de matériel médical continue d'être acheminé par fret aérien humanitaire vers Bunia. La priorité est la mise sur pied de tentes supplémentaires pour traiter les malades, mais aussi les isoler pour tenter de rompre la chaîne de transmission du virus. L'autre priorité, c'est aussi de suivre les cas contacts et de les tester, car tous ne peuvent pas être testés. Le ministre de la Santé a annoncé l'envoi de plus de 6000 tests et le renforcement des capacités des laboratoires. Le ministre est d'ailleurs arrivé sur place à Bunia avec son homologue de la communication pour faire le suivi de la riposte. Gilles Faninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure en titre, 100 tonnes de fournitures ont été acheminées aujourd'hui à Bunia. Que contenait exactement cet envoi? Quelles sont ces fournitures concrètement? Voilà, la situation est grave dans le nord-est de la RDC et nous sommes en train de nous battre contre l'épidémie Ebola et le temps joue ici contre nous. Heureusement, ce matin, on a reçu plus de 100 tonnes de matériel médical d'urgence et ça va permettre évidemment de protéger les agents qui sont en première ligne, y compris les agents de santé, pour qu'ils soient suffisamment équipés pour assister et pour traiter les malades. Quels sont ces équipements justement, concrètement? Qu'est-ce que vous avez envoyé? Ce sont des équipements de protection qui va permettre évidemment aux agents de santé de se protéger. Ce sont des équipements sanitaires et d'hygiène et ce sont des médicaments également qui vont aider à la prise en charge des enfants, mais également des familles dans les zones les plus affectées. Et c'est extrêmement important parce que si les agents de santé qui sont chargés de prendre en charge et qui travaillent également sur la traçabilité des cas et sur la surveillance, si ces agents-là ne sont pas protégés, notre réponse ne sera pas efficace. Alors justement, on a entendu beaucoup de ces soignants, notamment dans la presse, des soignants à Bunia, qui témoignaient du manque de tout, y compris de médicaments. De quoi ont-ils besoin aujourd'hui concrètement? La première chose dont les agents de santé ont besoin, c'est les équipements de protection.
et ces équipements de protection vont leur permettre eux-mêmes d'être protégés au moment où ils assistent les malades. Et sans qu'ils ne soient protégés, évidemment, ils ne peuvent pas faire le travail. Deuxièmement, pour la surveillance, et il faut que les agents également qui font la surveillance soient équipés et soient bien protégés. Alors, j'ai eu l'occasion d'interviewer le ministre congolais de la Communication, Patrick Mouyaya, et il avait dit que l'aide internationale était la bienvenue. Aujourd'hui, on voit que Washington a proposé un centre de quarantaine à la pointe de la technologie, mais uniquement pour ses ressortissants. Est-ce qu'il faut faire un appel aux dons aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que la communauté internationale se mobilise pour répondre à cette épidémie? Oui, c'est important. Comme je l'ai dit, le temps joue ici contre nous et la rapidité à répondre va nous permettre de contenir le mal parce que la propagation va à une vitesse exponentielle. On a eu la chance, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que l'Union européenne nous a assistés dans le cargo qui a été reçu ce matin et nous allons continuer à acheminer du matériel de protection et du matériel médical dans la zone du nord-est du Congo. Nous avons également la fondation Mastercard qui nous soutient. Nous avons les Américains aussi qui soutiennent et nous demandons ici une mobilisation générale des partenaires et des donateurs pour que nous puissions répondre à cette urgence qui est une urgence qui actuellement est au nord-est de la RDC. Et il y a des cas qui ont été confirmés en Ouganda, mais le risque que nous courons ici, c'est un risque d'embrasement régional et même continental. C'est pour ça qu'il faut faire très vite pour contenir le mal afin que la propagation soit freinée. Alors, à chaque fois qu'il y a une épidémie Ebola, il y a des centres de traitement d'Ebola qui sont mis en place, souvent loin des villes et de la densité de la population, pour isoler les malades, pour les traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce genre de centre à Bunia ou est-ce qu'on n'a pas encore mis en place, justement, faute de matériel? Non, plusieurs centres ont été déjà mis en place. Et on va continuer à en mettre en place. Comme vous le savez, il y a depuis pratiquement 12 jours que le premier cas a été confirmé et on a identifié jusque-là plus de 1000 cas déjà qui sont suspects et on a plus de 120 cas de malades qui sont confirmés. C'est important d'avoir ces centres, d'isoler des malades et de les traiter. Et nous travaillons pour que ces centres, qu'on multiplie la création de ces centres pour que les malades soient pris en charge et que la prise en charge soit entière. Et que ça ne dissuade pas non plus la population de rapporter les cas de malades. Évidemment, il y a un travail fondamental qu'il faut faire au niveau de la communication des risques, mais également au niveau de l'engagement communautaire pour que, avec la communauté, évidemment, on fait une co-création de la prise en charge. Parce qu'ici, il faut travailler sur la gestion de l'information, parce que sans ça, évidemment, sans la confiance de la communauté, les cas ne sont pas reportés et la surveillance n'est pas bien faite. Par rapport au centre dont vous avez fait allusion tout à l'heure, oui, il y a un centre qui a été créé, qui a été mis en place, comme vous l'avez souligné, et qui recueille les ressortissants américains. Mais évidemment, au-delà de ça, il y a plusieurs centres qui sont créés et qui procèdent avec la quarantaine de ceux qui ont été, par exemple, fait de l'assistance humanitaire dans les zones qui sont impactés, afin que quand ils sortent de cette zone, qu'ils puissent être mis en quarantaine pour ne pas constituer une menace pour le reste de la population. Merci infiniment Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'ajoute que le directeur de l'OMS est arrivé en République démocratique du Congo ce jeudi. On en vient à ce drame au Kenya, dans le centre du pays. Au moins 16 étudiantes ont trouvé la mort dans l'incendie de leur dortoir dans un pensionnat de filles et 73 autres ont été blessées. Clarisse Fortuné. Des scènes de désolation après une nuit d'horreur. L'incendie s'est déclaré peu après minuit à l'Utumishi Girls Academy de Gilgil, à environ 120 km de Nairobi.
Des habitants qui ont entendu des cris ont tenté d'aider avant l'arrivée des secours. J'ai couru prévenir un voisin. Nous avions tous les deux entendu les cris. Nous sommes retournés ensemble et avons constaté que le dortoir brûlait. Nous avons commencé à transporter de l'eau pour tenter d'éteindre l'incendie et secourir les élèves. Nous avons continué jusqu'à l'arrivée de la police, puis un camion de pompiers est intervenu pour maîtriser le feu. Le dortoir a été ravagé par l'incendie, les fenêtres calcinées. Des survivantes blessées, s'entraînant pour marcher devant leurs proches bouleversés. Le ministre kenyan de l'Intérieur a promis que toute responsabilité sera établie. Nous ferons tout pour que les responsables de cet incendie répondent de leurs actes. Les vies perdues et les blessés ne doivent pas l'avoir été en vain. Même si nous ne pouvons pas changer ce qui s'est produit, nous devons empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Mais les causes de l'incendie demeurent inconnues. Une enquête est en cours, notamment pour vérifier le respect des normes de sécurité. L'établissement est financé par la police kenyane et de nombreux élèves sont filles de policiers. Le président William Ruto a présenté ses condoléances aux familles des victimes, qualifiant cette tragédie d'inimaginable. Les Lions de la Teranga ont failli partir au mondial sans leur sélectionneur. C'est du moins ce que révèle la presse sénégalaise. Selon certaines informations, Pape Thiaw serait sans contrat depuis le mois de février et il aurait même menacé de ne pas voyager avec l'équipe pour le mondial aux États-Unis. La Fédération sénégalaise de football s'est expliquée ce jeudi. La correspondance à Dakar d'Elimandao. L'information a été rendue publique par un journaliste du quotidien sénégalais Le Soleil. Une information selon laquelle le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw n'a pas renouvelé son contrat jusqu'ici depuis le mois de février. Le sélectionneur qui n'a également pas touché son salaire depuis cette période. La même source indique que le sélectionneur sénégalais aurait menacé de ne pas faire partie du voyage pour les États-Unis. La Fédération sénégalaise de football n'a pas tardé à réagir à travers un communiqué dans lequel la FSF, je cite, apporte un démenti formel aux rumeurs infondées stipulant que le sélectionneur national aurait refusé d'embarquer pour des motifs liés à la renégociation de son contrat. La Fédération sénégalaise de football qui informe que des discussions sont actuellement en cours pour régulariser la situation du sélectionneur sénégalais, et la FSF qui tient également à rassurer sur la cohésion du groupe de joueurs et de staff devant disputer cette Coupe du Monde en Amérique du Nord. L'équipe nationale du Sénégal a finalement bien embarqué pour les États-Unis et arrivé à bon port avec le sélectionneur sénégalais. Le Sénégal qui aura 2 matchs de préparation avant son entrée en lice contre la France le 16 juin. D'abord ce dimanche face aux États-Unis, l'un des pays organisateurs de cette Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.